Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'EPFL pour cette conférence en l'honneur de Claudia Doram, l'une de nos alumnae les plus éminentes, diplômée en physique 2001, qui a reçu en 2017 l'EPFL Alumni Award, une distinction qui témoigne de l'impact majeur de ses travaux de recherche. Après l'EPFL, Claudia Doram a démarré sa carrière académique en faisant sa thèse à l'Université de Cambridge. Elle est ensuite allée au Canada, puis est revenue en Suisse en 2010 comme professeure assistante au département de physique théorique de l'Université de Genève. C'est là qu'elle démarre ses recherches sur la gravité et développe une théorie non linéaire de gravitons massifs, maintenant connue comme la théorie de Doram-Gabazadze-Tollet. Depuis 2016, elle est professeure à l'Imperial College de Londres, où elle poursuit ses recherches prometteuses qui portent sur la cosmologie théorique et où elle explore des modèles de gravité qui pourraient expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, Claudia Doram est une figure incontournable de la recherche en physique fondamentale. Le livre qu'elle vient présenter aujourd'hui, La beauté de la chute, nous invite à une plongée fascinante dans cet univers mystérieux, tout en nous partageant son parcours exceptionnel de chercheuse. Il est paru aux éditions Canto en septembre. Voilà. Nous avons hâte de l'écouter, nous parler de ses recherches, de son livre, mais aussi des défis et des moments forts de son incroyable trajectoire. La conférence sera suivie d'une discussion avec le professeur Jean-Paul Kneip, directeur du laboratoire d'astrophysique EPFL et directeur de eSpace EPFL. Ensuite, d'un échange avec Achille Bach, qui est président de l'association d'étudiants en astronomie UNIL EPFL Calista. Il y aura des questions-réponses avec le public, donc préparez-les bien. Et ensuite, dès 13h30, la vente de son livre, La beauté de la chute, qui sera en français et en anglais, suivie d'une séance de dédicace. Pour ceux qui doivent partir avant, les livres seront déjà présents à l'arrière, donc n'hésitez pas à y aller en avance. Je vous remercie et je laisse la parole maintenant à Claudia Doram pour cette Campus Lecture intitulée « À la poursuite de la gravité ». Merci beaucoup. Un grand merci, merci Leila. J'aimerais remercier les éditions Quanto ainsi que le PFL Alumni pour tout le support pour organiser cette magnifique conférence. Et je me réjouis des discussions qu'on va avoir après, particulièrement des questions des étudiants et des étudiantes. Mais avant de commencer, je vais donner un peu de contexte sur le genre de recherche que j'effectue. Alors je sais qu'il y a des jeunes et des encore plus jeunes dans cette salle. Le contexte va être assez simplifié, mais si vous voulez aller vraiment dans le vif du sujet, n'hésitez pas à poser des questions après coup, à discuter après coup et évidemment à lire les articles scientifiques. Alors, je suis professeur en physique théorique à Imperial College London. Ma spécialisation en tant que physicienne théoricienne, c'est dans le monde de la cosmologie. Mais attention, il ne faut pas confondre ça avec le monde de la cosmétologie. Si vous attendiez la cosmétologie, je suis désolée, c'est à côté. La cosmétologie étudie l'univers de la beauté, qui est peut-être intéressant en soi, mais pour ma part, ce n'est pas du tout aussi élégant, aussi fascinant que la cosmologie, qui étudie la beauté de tout l'univers. Alors mon travail en tant que cosmologiste, en tant que chercheuse, c'est d'essayer de décrire le monde qui nous entoure, l'univers qui nous entoure, de manière aussi précise que possible et d'en déduire les implications peut-être pour la vie de tous les jours même. Et en soi, ce n'est pas si différent qu'en architecture, où il faut évidemment que les modèles que l'on construit soient fonctionnels, mais il y a également une certaine élégance, une certaine beauté, une certaine créativité dans les édifices que l'on a. Avant tout, il faut qu'ils puissent tenir debout par eux-mêmes et pouvoir résister aux intempéries. Et c'est là que les notions de symétrie sont essentielles, car les symétries apportent une certaine élégance, évidemment, mais c'est elles qui permettent de s'assurer d'une certaine stabilité structurelle de nos éléments. Et c'est pourquoi les symétries se trouvent partout dans la nature, que ce soit en architecture, que ce soit en art, dans toutes les civilisations, que ce soit ici dans les fleurs, ou dans les flocons de neige, ou dans les papillons, mais également dans les lois de la physique. Alors une partie de mon travail, c'est d'essayer de voir comment ces symétries sont réalisées de manière assez abstraite,
de manière assez profonde dans les lois de la nature. Parfois, ces symétries sont visibles de l'extérieur, comme ici, et parfois, certaines symétries sont un peu plus abstraites. Parfois, il faut travailler un peu plus pour les réaliser de l'intérieur. Ici, on voit un objet qui n'est pas symétrique du tout. En effet, il n'est pas du tout symétrique. Et pourtant, on peut reconsidérer cet objet depuis l'intérieur. On peut reconsidérer comment nous distribuons les masses à l'intérieur de cet objet, de manière qui n'est pas visible depuis l'extérieur, mais à ce qu'il soit en fait entièrement symétrique. Et on voit que cette symétrie s'assure que le système est complètement stable. Voici un autre objet où on ne s'attendrait pas du tout qu'il ait une certaine beauté, une certaine symétrie interne qui est assez abstraite, et cette symétrie le rend complètement stable. Alors, je n'essaie pas de vous dire que l'univers est un gros éléphant qui se balance sur sa trompe. Ça, ce n'est pas tout à fait le message de ce que j'essaie de dire, mais plutôt que notre travail, en tant que chercheuses et chercheurs, c'est d'essayer de trouver les symétries de la nature et d'essayer de les comprendre, de les structurer, de les modéliser pour mieux comprendre l'univers dans lequel on se trouve. Alors, mon but, c'est d'essayer de comprendre ça par rapport à l'univers qui nous entoure, qui est régi par les lois de la gravitation ou de la gravité. Et pour vraiment pouvoir apprécier les lois de la gravité ou de la gravitation, il faut savoir y goûter. Il faut savoir s'y lancer. Il faut savoir vraiment se lancer complètement aux lois de la gravitation. Et pour cela, il faut faire abstraction de tout autre phénomène, de toute force qui nous tient ici sur Terre. Sur Terre, c'est ça assez difficile. Mais si vous vous imaginez à la place en espace, par exemple en orbite autour de notre Terre, je sais qu'il y en a certains qui ont fait ça ici, donc ce n'est pas simplement une expérience de pensée. Si vous imaginez en orbite autour de notre Terre, vous tombez si librement que vous ne ressentez rien du tout. Et pourtant, vous êtes toujours sujet au phénomène de la gravitation, au phénomène de la gravité. Mais vous ne ressentez rien du tout parce que chaque particule, dans chaque atome, dans chaque cellule de votre corps, ainsi que l'air de votre combinaison spatiale, est sujet à la gravité, est affecté par la gravité et la gravitation exactement de la même manière. Il y a une certaine universalité dans le phénomène de la gravitation qui dit qu'elle affecte tout et tout le monde, partout, tout le temps, exactement de la même manière. Ça, c'est une symétrie qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais qui est fondamentale. C'est une symétrie interne au phénomène de la gravitation. Et c'est cette symétrie qui a poussé Einstein à comprendre qu'il devait y avoir quelque chose de plus remarquable, de plus profond dans le phénomène de la gravitation. Si elle agit sur tout et tout le monde, tout le temps, partout, exactement de la même manière, la gravitation ne peut pas être inscrite dans les corps eux-mêmes. Elle ne peut pas être inscrite dans les masses qui s'attirent les unes des autres. Elle doit être inscrite dans quelque chose de plus profond, de plus universel, qui nous touche tous et toutes, partout, tout le temps. On comprend de nos jours, grâce à la théorie d'Einstein de la relativité générale, que par exemple la Terre, elle courbe la structure de l'espace-temps autour d'elle-même. Et maintenant, nous vivons tous sur cette structure de l'espace-temps. Nous ressentons cette courbure de l'espace et du temps, et c'est ainsi que nous sommes sujets à l'attraction gravitationnelle. Partout dans l'univers, tout est connecté grâce à la structure de l'espace-temps et donc grâce à ce phénomène de la gravitation. La gravitation est si universelle que c'est un moyen de communiquer avec tout, partout, tout le monde dans l'univers, car tout le monde est attaché à la gravitation. En soi, la notion de gravitation, la notion de courbure requiert une connexion, requiert une communication entre chaque point. Il n'y a aucun sens de penser à la gravitation en un seul point donné. Pour vraiment comprendre la gravitation, pour vraiment comprendre la courbure, il est essentiel de connecter les points les uns avec les autres. On peut penser à l'espace-temps, ce tissu de l'espace-temps, comme un patchwork d'événements. Et la gravité ou la gravitation, c'est le fil qui les connecte les uns avec les autres, qui tisse la trame de l'espace-temps. Alors ça peut paraître abstrait lorsqu'on parle de l'espace et du temps, mais pour nous, ici, humains,
habitant sur la surface de la Terre, cette expérience devrait être en fait assez palpable, car en tout point, on a vraiment l'impression que l'espace est plat. Et pourtant, nous savons que c'est en communiquant, en nous voyageant sur la surface de la Terre, que cette courbure de la surface de la Terre se déploie. C'est vraiment une communication, une connexion entre les différents points les uns aux autres. Alors, vous pouvez l'impression que c'est peut-être une caricature, juste une image d'enfant. Mais en fait, cette image est si précise qu'elle nous permet non seulement de comprendre comment la courbure de la Terre est effectuée, comment la courbure de l'espace et du temps est effectuée autour de la Terre, mais également comment nous connectons les points dans le temps, ici sur Terre, ainsi que dans l'espace. Et nous comprenons que la manière dont nous connectons les points dans le temps ici sur Terre est très légèrement différente de ce que les satellites en orbite au-dessus de notre tête le font. Et cela veut dire que le passage du temps ressenti par nous ici sur Terre est très très légèrement différent que le passage du temps ressenti par les satellites, par exemple, en orbite au-dessus de notre tête. Et ces différences vraiment infimes a pourtant des conséquences dramatiques, par exemple pour le positionnement des GPS. De nos jours, qu'il s'agisse du positionnement des GPS ou de l'utilisation des téléphones portables, ou de l'imagerie médicale, ou de l'analyse des données climatiques, ou des prédictions financières, que ce soit, des techniques et des technologies avec lesquelles nous vivons dans notre vie de tous les jours, sans lesquelles nous pourrions nous passer, elles sont nées à la base des développements en physique fondamentaux du siècle dernier. Alors on peut se dire, bravo, ok, super. Les scientifiques du siècle dernier ont fait un énorme travail et on pourrait bien s'en arrêter là. Mais il faut bien voir que le plus on comprend et le plus on réalise à quel point il reste encore à explorer. Au corps de tous ces succès, nous avons une plénitude de nouvelles questions qui ne cessent de jaillir. Ceci est juste un exemple, il y en a bien, bien d'autres. Et c'est précisément là dont on a besoin de vous, les gymnasiennes, les gymnasiens, étudiantes et étudiants à l'EPFL. Nous avons besoin de vous pour prendre des solutions créatives aux problèmes les plus vexants de l'humanité. Certaines de ces questions que l'on se pose en sciences fondamentales sont si profondes comme l'origine de l'espace et du temps, notre origine à nous, notre destinée de tout l'univers, que nous ne les sommes posées depuis tout le début de l'humanité. Et c'est en essayant de chercher des réponses, des solutions créatives à ces problèmes les plus fondamentaux de l'humanité que les résultats se trouvent dans tous les domaines tout autour de nous. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel de continuer à réaliser ces questions fondamentales. Alors, pour ce qui suit, nous allons nous adresser à une des questions, ou je dirais la question la plus vexante de la science actuelle. Pour ça, nous allons faire un voyage au fin fond de notre univers, au fin fond de notre univers observable. Il faut partir loin du système solaire, hors de la galaxie, hors de notre amas local de galaxies, sur des distances qui découlent sur des dizaines de milliards de kilomètres. Cela nous prendrait des millions d'années pour y arriver, si on pouvait aller à la vitesse de la lumière. Ce qu'on ne peut pas, évidemment. C'est à vous de trouver les technologies pour faire ça. Et sur ces distances, on voit plusieurs phénomènes. D'une part, ceci est une animation. D'une part, on voit que la plupart de la matière présente dans l'univers est confinée le long de filaments de matière noire, qui est représentée ici en bleu. Mais ça, ce sont des fausses couleurs. Ceci est juste une animation. On ne voit pas la matière noire parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Et au fin fond de ces filaments de matière noire qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir gravitationnellement, donc on voit avec nos instruments en quelque sorte, sont logées les galaxies dans laquelle nous vivons. Un second phénomène que l'on voit sur ces grandes distances, c'est le plus loin on regarde certains objets, comme certaines galaxies ou certaines étoiles, et le plus ces objets semblent vouloir se déplacer, nous fuir à une plus grande vitesse. Et ça ne veut pas dire que nous vivons dans un centre de l'univers et que tout le monde essaie de partir loin de nous, mais plutôt que l'espace lui-même est en expansion. Si l'on prend l'espace entre deux points, entre deux galaxies par exemple, il s'étend.
c'est une extension de l'univers. Et c'est pourquoi n'importe où on regarde, dans n'importe quelle direction, en moyenne, les objets semblent partir de plus en plus vite, rapidement, loin de nous. Mais s'il y a une chose que l'on sait sur le phénomène de la gravitation, c'est que c'est un phénomène attractif qui nous tient bien sur Terre. Et donc on s'attendrait que cette attraction gravitationnelle entre les masses présentes dans l'univers, la matière noire et toutes les galaxies, devrait donner naissance à une atténuation de cette expansion de l'univers. Il pourrait même se passer que cette expansion de l'univers soit tellement atténuée qu'elle vienne à s'arrêter et que l'univers commence à se contracter. Et peut-être qu'il pourrait y avoir un big crunch donnant la fin de notre univers. En tout cas, ça, c'est ce à quoi on s'attendrait s'il était vrai, en effet, que la plupart de l'énergie présente dans l'univers était sous ces filaments de matière noire et ces amas de galaxies. Mais les 25 dernières années ont montré exactement l'opposé. Les observations cosmologiques d'objets situés encore plus loin ont montré que l'expansion de l'univers n'est pas en train de s'atténuer, au contraire, elle va de plus en plus vite. L'univers est en train de s'étendre à un rythme accéléré. Et cette accélération de l'expansion de l'univers est contraire à ce dont on s'attendrait si cette image était vraie, qu'en fait, toute l'énergie présente dans l'univers était ramassée le long de ces structures, ces filaments de matière noire et amas de galaxies. Alors, pour vérifier si cette image que l'on a de l'univers est bien vraie, on peut prendre un voyage dans un milieu de vide cosmique. Ces vides cosmiques font des centaines de millions d'années-lumière de large. Au milieu de ces vides cosmiques, il n'y a absolument rien de palpable. Il n'y a ni matière palpable, il n'y a aucune matière dans laquelle nous sommes créés, mais également aucune matière noire. Il n'y a aucun trou noir, il n'y a aucune particule, il n'y a pas de poussière, il n'y a absolument rien du tout au milieu de ces vides cosmiques. Vous pouvez imaginer le plus parfait vide possible au monde, même plus parfait que ce qui est possible dans les technologies ici, dans les labos ici. Et pourtant, une chose que l'on sait, c'est même au milieu du vide parfait, le plus parfait au monde, ils ne sont pas complètement dénués d'énergie. Même dans le meilleur vide du monde, il y a constamment des fluctuations quantiques de toutes les particules que l'on connaît. Ces fluctuations quantiques ne sont pas palpables, on ne peut pas les enlever avec nos instruments, mais elles sont présentes néanmoins, et elles ont une énergie en elles-mêmes. En fait, la découverte du boson de Higgs, juste à la porte à côté, en 2012, et la confirmation du mécanisme de Higgs est la preuve que le vide n'est pas dénué d'énergie. Il porte une énergie, l'énergie du X par exemple, qui a un effet sur les autres particules. Et c'est grâce à cet effet, grâce à ce mécanisme, que l'on comprend comment les autres particules, certaines autres particules, peuvent acquérir une masse. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose d'extrêmement standard dans la physique à l'heure actuelle. Mais si cette énergie du vide a un effet sur les autres particules, on s'attendrait à ce qu'elle ait un effet gravitationnel sur tout le monde, parce que ça, c'est une symétrie de la gravitation, qu'elle a un effet sur tout et tout le monde, tout le temps, partout, absolument partout. Et donc, on s'attendrait à ce que cette énergie du vide ait un effet gravitationnel sur l'évolution de l'univers. Jusque-là, tout ce que je dis est complètement standard. En fait, tout ce que je dis est connu depuis plus de 100 ans, presque 100 ans, depuis les années 1930, en particulier depuis Pauli dans les années 1930. Et l'on sait, depuis presque 90 ans, que si on prend la théorie de la relativité générale d'Einstein et on ajoute cette énergie du vide quantique, cela donne naissance, en effet, à une expansion accélérée de l'univers, tout comme on l'observe. La mauvaise nouvelle, c'est que ce taux d'accélération est un peu trop rapide. Et il n'est pas un peu trop rapide par un facteur de 2 ou une petite erreur qu'on peut se pardonner. Il est trop rapide par au moins 28 ordres de grandeur. Ceci est le plus grand désaccord de toute l'histoire de la physique. Ceci est le plus grand désaccord de toute l'histoire de l'humanité. Et il est extrêmement vexant parce qu'il est à l'interface des deux piliers de la science moderne, la relativité générale d'un côté
et la physique quantique de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce problème est en fait si effrayant qu'il est tourné parfois d'une certaine autre manière. On commence souvent par souligner l'aspect sensationnel que tout dont nous sommes composés, ce qu'on appelle la matière baryonique, tout ce dont nous sommes, toutes les molécules, les atomes, les particules dont nous sommes, toutes les planètes, toutes les étoiles, toute la lumière, tous les trous noirs, toute la poussière, et tout ceci, la matière ordinaire, ne forme qu'une toute petite fraction du budget d'énergie de l'univers, et que le reste de l'univers est sombre, bien, bien sombre. Mais la vraie question, celle qui me garde éveillée pendant la nuit, n'est pas pourquoi l'univers est-il si sombre, mais pourquoi ne l'est-il pas beaucoup plus? On s'attendrait à ce que l'énergie du vide remplisse complètement le budget d'énergie de l'univers, à tel point que rien ne puisse être formé. Pour mettre ceci en perspective, s'il était vrai que l'énergie du vide remplissait l'univers à un certain milieu, ça voudrait dire que l'espace entre vous et la personne située à côté de vous devrait s'étendre et irait plus vite que la vitesse de la lumière. Ça voudrait dire que vous ne pourrez plus le voir, mais ça voudrait également dire que rien dans l'univers n'aurait jamais pu être formé. Alors la vraie question, c'est pourquoi avons-nous la chance de pouvoir même nous poser cette question? D'habitude, face au conflit de la physique, le plus grand conflit de la physique et même de l'humanité, je dirais, l'approche typique est de faire l'autruche. On s'est dit, bon, ce problème est un peu trop compliqué pour moi, je vais l'ignorer pour l'instant, je vais le cacher, et peut-être pour une symétrie ou une autre que je n'ai pas encore découverte. Et à la place, nous allons postuler l'existence d'une nouvelle substance, que l'on va appeler énergie sombre, que l'on n'a jamais encore découvert, et qui va expliquer toutes nos observations. Cette énergie sombre, on peut l'appeler constante cosmologique, on peut lui donner un symbole, lambda, on peut lui dire tout ce qu'on veut, mais en soi, ça ne résout aucun de nos problèmes. Car à la base, on ne comprend toujours pas pourquoi cette énergie quantique du vide, qui devrait être présente, ne donne pas naissance à une accélération de l'univers qui est bien plus importante. Alors l'approche que je vais faire dans les dernières minutes que j'ai, c'est d'essayer de résoudre ou d'attaquer ce problème à la base. Et pour ça, il faut essayer de comprendre pourquoi cette énergie du vide qui devrait être présente, dont je m'attendrais devrait être présente, ne donne pas un effet gravitationnel sur le reste de l'univers aussi important que ceux dont je m'attendrais si je prends en compte la théorie de la relativité générale d'Einstein. Dans la relativité générale d'Einstein, la théorie de la gravitation, on dit que la gravitation a une portée infinie. Cela est dicté par la symétrie d'Einstein dont nous avons parlé tout au début. Cela veut dire que la gravitation affecte tout et tout le monde, mais également à toute distance de la même manière. Évidemment, la gravitation est diluée en fonction de la distance, avec la distance au carré, vous avez peut-être appris ça, ne vous en faites pas si vous ne l'avez pas fait, mais en soi, il n'y a jamais aucune limite au phénomène de la gravitation. Ce qui veut dire que deux galaxies qui se trouvent de l'un côté et de l'autre de notre univers observable, techniquement, elles exercent une attraction gravitationnelle l'une sur l'autre. Même si elles se trouvent à des dizaines de milliards de kilomètres l'une et l'autre. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que pour rendre compte de leur dynamique, il faut également prendre en compte de toute l'énergie du vide qui remplit chaque poche de l'univers entre les deux. Et même si localement, ici dans cette salle, l'énergie du vide constitue une toute petite fraction de l'énergie présente dans cette salle, si on l'intègre sur tout le volume de l'univers, dans toute la plénitude de ces vides cosmiques, ça fait un élément énorme. Mais peut-être que c'est simplement trop lui en demander. Peut-être de demander que cette symétrie parfaite sur laquelle la théorie d'Einstein se repose soit parfaite à une distance infinie est simplement trop lui en demander. Serait-il possible que cette symétrie, après de grandes distances, soit un tout petit peu plus subtile? Serait-il possible qu'il y ait une limite même au phénomène de la gravitation? Serait-il possible que la gravitation ait une portée finie? Cette portée serait très grande.
aussi grandes que des amas de galaxies, de telle manière que nos observations locales ne seraient pas disturbées. Mais cette gravitation aurait quand même une portée finie, de telle manière que nous n'aurions pas besoin de prendre en compte toute l'énergie du vide de l'univers pour expliquer l'évolution de l'univers, simplement une plus petite partie. Et cela nous permettrait de réconcilier nos observations avec le fait que l'énergie du vide quantique donne en effet lieu à une accélération de l'expansion de l'univers. L'idée que le phénomène de la gravitation ou la gravité pourrait avoir une portée finie est en fait quelque chose de très naturel. Dans la nature, on a d'autres phénomènes, on a d'autres forces qui ont une portée finie. Et cette question de si la gravitation pourrait avoir une portée finie est si naturelle qu'elle a en fait été posée siècle après siècle. Newton lui-même, dans la formulation de la gravitation universelle de Newton, s'est demandé très rapidement s'il était possible d'avoir une alternative où la gravitation avait une portée finie. Et la place après lui, et tout plein de scientifiques les plus doués les uns que les autres, en incluant Pauli au début du siècle dernier, qui a essayé de comprendre, en utilisant plutôt les champs quantiques, de comprendre si la gravitation pouvait être un phénomène à portée limitée. Et Salam, après lui, qui peut être considéré comme un des pères du modèle standard des particules. Mais la possibilité que la gravitation ou qu'une modification de la théorie d'Einstein puisse avoir une portée limitée a toujours été complètement révoquée, non pas parce qu'elle n'était pas cohérente avec les observations, au contraire, elle pourrait nous aider à donner sens aux observations que l'on a et à l'accélération de notre univers, mais parce qu'il était impossible de lui donner un sens du point de vue théorique. Il était impossible de lui trouver une stabilité structurelle si la symétrie dont nous parlons était très légèrement modifiée. Et c'est là où, avec mes collaborateurs, nous avons trouvé une astuce pour très légèrement modifier cette symétrie, lui donner comme un petit écart, pour faire en sorte que la théorie de la gravitation à laquelle on se trouve puisse garder une stabilité structurelle. Alors les détails sont un peu techniques, je suis ravie de répondre à toute question après coup, mais en soi ce n'est pas si différent que de trouver une autre forme d'architecture, où la clé est de vraiment faire en sorte que les symétries soient telles que le bâtiment avec lequel on se trouve garde une stabilité structurelle. En soi, ce n'est pas si différent que ces escaliers impossibles d'Escher, où au lieu d'avoir la symétrie habituelle de nos escaliers qui sont linéaires en allant vers une dimension, ils sont retournés sur elles-mêmes à la fin d'avoir un espace clos duquel aucune pathologie ne puisse s'échapper. Et ça, c'était la clé, pour que le système en lui-même puisse être stable. Je vois ici, ça c'est une architecture en fait inventée par les étudiantes et étudiants de PFL. Je vois que vous êtes venus avec la même idée, donc vraiment on fait le même genre de recherche. Si vous voulez un peu plus de détails sur les calculs, vous pouvez demander à mes filles qui sont en train de finir les 2-3 derniers calculs ici. Ça devient assez rapidement assez technique, mais en soi, toutes ces mathématiques cachent l'esthétique de ce qu'on essaie de faire. Le modèle en lui-même était de surmonter les difficultés, surmonter le modèle de stabilité qu'on en avait, mais surmonter ces problèmes n'a jamais été vraiment l'objectif. L'objectif, une fois que l'on a un modèle de la gravitation à portée limitée, était vraiment de comprendre si et comment nous pouvions l'utiliser pour décrire la nature qui nous entoure. Et si on a la chance, dans les prochaines décennies, nous pourrions observer des ondes gravitationnelles qui pourraient nous permettre de discerner entre la théorie de la relativité d'Einstein et une théorie de gravitation très légèrement différente qui aurait une portée limitée. Alors, si vous considérez 2 étoiles ou 2 trous noirs qui sont en train de fusionner, dans leur danse, ils perturbent la courbure de l'espace-temps à tel point qu'ils émettent des ondes, des fluctuations de l'espace-temps, on appelle ça des ondes gravitationnelles, qui se propagent à travers l'univers pendant des millions d'années avant de nous arriver ici sur Terre et on peut les observer. Ça, c'est le type de signal que nous avons observé, pas moi personnellement, mais que nous, humains, avons observé
directement ici sur Terre depuis 2015. Alors, pour un événement donné, en eau est le type de signal dont on pourrait s'attendre si la théorie de la gravitation était telle que l'avait prédite Einstein et avait une portée infinie. Mais si la portée de la gravitation était finie, la symétrie fondamentale est très légèrement modifiée et cela veut dire que différentes couleurs ou différentes fréquences d'ondes gravitationnelles se comportent de manière très légèrement différente. Si légèrement que de nos jours, c'est indistinguable. Mais dans le futur, en détectant des ondes gravitationnelles à de plus en plus basses fréquences, nous pourrions voir que le signal serait très légèrement modifié et pourrait apparaître comprimé. Donc, en comparant le signal que l'on observe pour les ondes gravitationnelles avec ce à quoi on s'attend, nous pourrions, dans le futur, déterminer si oui ou non les ondes gravitationnelles ont une propagation différente et mettre des contraintes sur nos théories de la gravitation. Ceci serait possible, par exemple, avec les futurs interféromètres d'espace. Ça, c'est une maquette de LISA qui va normalement être lancée dans les années 30 pour observer les ondes gravitationnelles à de plus en plus basses fréquences. Le futur nous dira si la théorie de la gravitation proposée par mes collaborateurs et moi-même ou d'autres collaborateurs finira par être utile pour la nature ou avoir une toute autre utilité. Mais la possibilité est maintenant ouverte et ça, c'est vraiment tout ce qui compte. Pour l'instant, je propose juste de savourer le fait qu'à n'importe quel moment, juste maintenant, juste ici, des ondes gravitationnelles vous traversent et elles viennent depuis le fond de l'univers. Avec elles, ces ondes gravitationnelles portent le plus précieux message que vous puissiez vous imaginer. Détecter ces ondes gravitationnelles, les comprendre, les analyser, vont nous permettre de comprendre si et comment nous nous connectons avec des galaxies localisées de l'autre côté de l'univers observable de nous, à des dizaines de milliards de kilomètres de nous. Comprendre ces ondes gravitationnelles, comprendre le message qu'elles portent, vont nous permettre de comprendre si et comment des infimes fluctuations quantiques qui remplissent tout l'univers uniformément, depuis ici sur Terre jusqu'à côté d'un trou noir, jusqu'au milieu des vides cosmiques, ont un effet sur l'évolution de l'univers, ont un effet sur la destinée de l'univers et de tout ce qui y vit. Donc, merci. Alors, je crois qu'on a la chance d'avoir une discussion avec Jean-Paul Naeb maintenant. Oui, enchanté. Peut-être on va s'asseoir, ça sera plus agréable pour tout le monde. Bien, très bel exposé, merci. Je ne sais pas si on peut prendre un deuxième micro, ça va marcher aux côtés des sons? Ça marche? Oui, ça marche bien. Parfait, on est super. Au top. Ok, alors moi je voulais revenir un petit peu, parce que j'ai lu votre livre avec grande attention. C'est un très beau travail, félicitations. Merci. Et puis je voulais revenir un petit peu avec tout ce que vous présentez, et aussi la relation de ce que vous racontez par rapport au monde réel. Et puis moi aussi en lien avec ce que vous venez de nous présenter. Et la première chose qui me semble aussi important aussi pour tous les ingénieurs ou futurs ingénieurs qui sont là, c'est de commencer par la base. Et la base, dans votre premier chapitre, c'est la vitesse de la lumière est finie. Alors je voudrais un peu que vous me racontiez un peu comment vous voyez ça, et puis quel est l'impact de cette vitesse de lumière finie dans notre monde de tous les jours.
Oui, alors c'est une très belle question et en soi, peut-être on peut mettre ça en perspective, également avec le contexte de symétrie, parce que lorsqu'on réalise une structure, un schéma dans le monde qui nous entoure, qui semble être presque par accident, ça c'est le point de départ pour toutes les découvertes. Alors, en effet, une des plus belles découvertes, je dirais, presque une découverte manquée du siècle dernier, même avant le siècle dernier, c'est la réalisation que la lumière déjà est un phénomène, est une onde. La lumière est une onde qui porte un message en elle-même et qui voyage à une certaine vitesse, comme toute onde, on peut s'imaginer, comme les ondes gravitationnelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la vitesse de la lumière, elle semble être la même indépendamment de comment on l'observe. Alors, je peux sembler courir vers la lumière ou lui courir à côté, n'importe quel moyen, on mesure une vitesse de la lumière qui semble être toujours exactement la même. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et c'est aussi très intéressant sur comment la recherche scientifique se fait. Et c'est important de réaliser que la manière dont ça a été découvert, c'est grâce à des expériences qui ont été financées à la base et qui ont été menées à la base pour essayer de prouver exactement le contraire. Les gens ont essayé, Michelson et Mollet en particulier, ils ont présenté le premier interféromètre qui était censé mesurer comment la vitesse de la lumière change en fonction du temps, change en fonction du mouvement, par exemple, de la Terre autour du Soleil. On s'attendrait à ce que la lumière du Soleil, la lumière qu'on reçoit du Soleil, soit déjà légèrement différente dépendamment de la direction avec laquelle on la mesure. Et ce qui a été découvert, c'était en effet le contraire. N'importe quelle direction, indépendamment de notre propre vitesse à nous, la vitesse relative de la lumière par rapport à nous est toujours exactement la même. Et ça, c'est très intéressant parce que ça change notre perspective et ça on réalise que nous ne faisons plus partie du système. En fait, il faut vraiment nous extrapoler hors du système et réaliser qu'il y a quelque chose de très profond. Il y a une symétrie dans ceci, le fait que nous observons une vitesse de la lumière qui soit la même, quel que soit nous-mêmes, veut dire que la lumière elle-même et des phénomènes peuvent avoir lieu de manière très symétrique. Et essayer de comprendre ces symétries, c'est ce qui a poussé Einstein à prendre en compte la relativité spéciale. Donc, ce n'était pas la relativité générale qui inclut la gravitation, mais essayer de comprendre que la manière dont nous mesurons les vitesses, la manière dont nous mesurons le passage de l'espace et le passage du temps doit être en harmonie avec les uns et les autres. On n'a pas un passage de l'espace, quand on est en mouvement, qui est différent en soi que le passage du temps. Il faut les prendre les deux en compte au même moment, et c'est cette unification de l'espace et du temps qui permet de comprendre pourquoi la vitesse de la lumière est la même indépendamment de nous. Et donc on a un espace-temps, mais dans l'espace-temps de la relativité restreinte, on n'a pas la gravitation. Exactement. Ça vient avec Einstein, avec la théorie de la relativité générale. Et c'est aussi très intéressant parce que finalement, ça donne la possibilité à nous d'observer l'univers. Si on n'avait pas de vitesse, si on avait une vitesse infinie, si on n'avait pas cette géométrie déformée, finalement, ça serait beaucoup plus difficile d'observer l'univers. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est très beau, c'est très très beau. C'est en fait exactement ça, cette imperfection qui en fait nous permet de l'observer et nous permet d'avoir une vision sur l'univers qui autrement n'aurait pas été possible. Et je crois que c'est très beau ce que vous dites, parce que s'il y avait cette perfection, une vitesse infinie ou des phénomènes qui se passeraient de manière assez différente, nous aurions peut-être une place un peu plus symétrique dans l'univers, mais aussi un peu plus banale et une inhabilité de l'observer. Oui, oui. Alors, dans votre livre aussi, ce que j'ai bien aimé c'est vous parlez de la lumière, et puis vous parlez aussi de la glumière.
Alors peut-être que vous voulez en dire un petit peu plus sur la glumière. La glumière, oui, je parle dans le livre de la glumière, qui en soi sont les ondes gravitationnelles. Mais pour ma part, en tout cas, quand je parle d'ondes gravitationnelles, c'est un mot qui paraît très technique, très, très rapidement. Alors qu'en soi, les ondes gravitationnelles, c'est un phénomène qui est très naturel, aussi naturel que la lumière. En fait, la lumière, si on aimerait parler de manière technique, la lumière, ce sont des ondes du champ électromagnétique. Mais quand je vous demande, si vous me demandez d'allumer la lumière, vous ne demandez pas d'allumer le champ électromagnétique. Vous me demandez juste d'allumer la lumière. C'est un phénomène dont on a conscience, c'est un phénomène qui est présent dans notre vie de tous les jours. Et donc, la lumière, elle a un analogue pour la gravitation, qui sont les ondes gravitationnelles. Mais les appeler ondes gravitationnelles, ça donne l'impression que c'est quelque chose d'assez éloigné de nous, alors qu'en soi, elles sont présentes tout autour de nous. Il y a de la lumière tout autour de nous. Et cette lumière, c'est vraiment un nouveau moyen d'observer l'univers. C'est presque un nouveau moyen de communiquer avec l'univers. C'est vraiment un moyen qu'il faut apprécier, il faut s'y lancer. C'est absolument essentiel. Alors, les premiers signaux des ondes gravitationnelles détectés de manière physique dans des détecteurs faits pour ça, les expériences LIGO et Virgo, ont finalement découvert des choses un peu surprenantes, parce qu'on ne s'y attendait pas. De trouver des trous noirs massifs de 30, 60 masses solaires, c'était un peu une petite découverte. Alors, est-ce que finalement ça va aussi nous permettre de découvrir d'autres choses, la lumière ? Absolument, c'est l'idée, oui. Alors, on a plein de modèles qui nous permettent de voir ce qu'on pourrait voir avec la lumière, mais ce qui serait le mieux, c'est de découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et c'est pour ça qu'il y a une grande partie où il faut juste se laisser aller et juste observer, sans avoir de finalité, en fin de compte, parce qu'il faut se laisser l'opportunité que ce soit assez spontané, que ce soit quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et peut-être ça c'est important également sur la manière dont on fait les observations à l'heure actuelle, parce qu'on a tellement de données, on a tellement de moyens de voir que souvent il faut avoir un schéma à la base pour pouvoir comparer ce qu'on a. Mais si on analyse le monde à travers un schéma préconçu, ça donne la possibilité de passer à côté certaines découvertes. Et donc les ondes gravitationnelles, essentiellement pour l'instant de ce qu'on connaît, sont émises par la fusion de trous noirs massifs, potentiellement supermassifs bientôt, avec les nouveaux détecteurs, mais aussi d'étoiles à neutrons en particulier. Finalement, ça nous montre aussi quelque chose de concret qu'on avait un peu du mal à toucher, ces trous noirs, qui sont quand même des objets très particuliers dans l'univers. Alors, est-ce que peut-être vous dire un petit peu plus ici à l'Assemblée ce que sont ces trous-là ? Oui, alors absolument. Vraiment, la détection des ondes gravitationnelles et la beauté du signal par rapport à ceux dont on s'attendrait, c'est en tel accord que ça met pratiquement aucun doute sur l'existence de trous noirs. Et ça, c'est important parce que jusque-là, les trous noirs étaient presque abstraits, presque comme une image dont on se disait il devrait être présent, mais lui donner une certaine certitude à ces trous noirs était encore assez vague. Alors que maintenant, on a énormément d'évidence sur l'existence de trous noirs grâce aux ondes gravitationnelles et grâce à d'autres observations comme le Event Horizon Telescope qui ont permis de voir presque l'ombre des trous noirs et de vraiment pouvoir voir que ce sont des objets qui ont une réalité, qui sont vraiment présents parmi nous. C'est important parce que ça nous dit qu'il y a des endroits dans l'univers qui sont même au niveau de notre galaxie où les lois de la physique que nous utilisons à l'heure actuelle pour les décrire, tout au centre du trou noir, ne fonctionnent plus. Et ça porte une certaine humilité en soi, qui est très importante, je crois. Ça nous dit qu'il y a un moment où la manière dont nous décrivons le monde qui nous entoure, nous décrivons par exemple les trous noirs à l'intérieur des trous noirs, où il nous faut découvrir un nouveau moyen, un nouveau langage en fait, pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors, on va continuer parce que l'heure tourne. Vous avez exposé effectivement l'accélération, l'expansion accélérée de l'univers et c'est cette question qu'on a sur
Est-ce que c'est une énergie noire? Est-ce que c'est la gravité modifiée? Est-ce que peut-être qu'on se trompe complètement et c'est juste une histoire de géométrie fractale dans l'univers ou je ne sais quoi? Comment voyez-vous la suite là? On a des expériences qui essayent de mesurer tout ça. On commence à voir que peut-être il y a des signaux qui nous indiquent qu'il y a peut-être une énergie noire qui évolue en fonction du temps. C'est quoi votre avis? Alors, il faut vraiment se laisser aller avec les observations. Ouais. Je ne crois pas vraiment en essayant de modifier légèrement le modèle à chaque fois qu'on a une nouvelle observation. Mais il faut vraiment se laisser guider par les observations à plus long terme. Mais c'est important, elles nous diront ce qui se passe en fin de compte. Et c'est certainement pas la finalité de ce qu'on fait. C'est pas pour essayer de prouver une certaine théorie vraie ou fausse, de prouver un certain moyen de penser en étant vrai ou faux. C'est clair que tout ce qu'on fait, en fin de compte, ne sera jamais complètement correct. Mais c'est essayer de comprendre, de voir, de modéliser l'univers qui nous entoure de manière de plus en plus précise. C'est presque un jeu avec l'univers qui nous entoure. Donc c'est essentiel d'avoir ces observations, de savoir où elles vont nous guider. Mais alors qu'on suit leur chemin, il est important d'avoir différentes alternatives, de voir comment est-ce qu'on peut le modéliser. Parce que si on a un seul schéma de pensée, on ne pourra jamais aller au-delà de la manière dont on pense. D'où la possibilité peut-être d'avoir une gravitation modifiée, des Exactement. gravitons massifs, Exactement. D'autres théories. Exactement. Ouais, exactement. C'est pas pour les théories elles-mêmes, c'est pour la possibilité de voir le monde autrement. Alors je voulais aussi revenir, parce que dans votre livre, ce que j'ai aussi adoré, c'est que finalement, vous partagez votre passion et aussi vous partagez un petit peu votre vie. Et voilà, comment vous êtes développée en tant qu'étudiante, et puis après chercheuse, et puis après même allant faire cette compétition pour être astronaute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors oui, je l'ai partagé parce que en soi, ça fait partie de nous, ça fait vraiment partie de cette quête humaine. Et c'est difficile de séparer l'aspect recherche et très logique et mathématique. En fait, cette quête humaine, cette recherche, cette exploration, ça fait vraiment partie d'une passion. Donc c'est cette passion que j'essaie vraiment de transmettre à travers le livre. Peut-être une partie de ce qui est important, c'est le fait que rien n'est jamais parfait. Et donc, lorsqu'on a un cursus, peut-être de l'extérieur, ça donne l'impression que tout est clair, qu'il y a un chemin à suivre. Mais évidemment, c'est jamais comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas. Et plutôt que de se condamner à tous ces bas et de se dire qu'à chaque fois qu'on loupe un examen, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas exactement de la manière dont on va, il faut abandonner. C'est en fait, il faut savourer ces moments parce qu'ils sont précieux. C'est grâce à tous ces petits échecs que l'on apprend, qu'on va de l'avant. C'est pas toujours forcément très agréable, mais ils sont importants. C'est comme ça qu'on progresse en tant qu'humain et en tant que chercheur scientifique. Ouais. Oui, vous avez eu, dans votre récit, vous présentez plein de choses, et puis effectivement des échecs, des souffrances des fois aussi. Aussi le fait que vous êtes une femme, ça a été difficile pour vous à certains moments en tout cas. Maintenant, je pense que ça doit aller mieux, j'espère. Mais voilà, c'était très intéressant de lire avec beaucoup de simplicité finalement, et peut-être dans cette direction. Qu'est-ce que vous pourriez dire là aux étudiants qui nous écoutent? Moi, ce qui m'a marqué, entre autres, c'est que vous disiez, ah oui, Einstein, on le voit toujours avec les cheveux blancs, etc. Mais en fait, quand il a écrit ses théories, il était super jeune. Oui, c'est important, c'est important. Il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est que c'est pas une personne, c'est pas vous qui allez faire une découverte et changer le monde. Peut-être ça sera le cas, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait avancer la science, les recherches. On fait ceci parce que on est une société incroyable, on est une civilisation incroyable qui essayons de chercher, essayons de continuer à explorer le monde qui nous entoure. Pas pour une finalité précise, mais vraiment parce que nous sommes des créatures qui sommes curieuses au fond. Donc suivez votre curiosité. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est facile
facile de se dire qu'il y a des personnes avec une certaine renommée, elles ont une certaine autorité, il faut les suivre. Et peut-être qu'en tant que personne un peu plus jeune, avec moins d'autorité, c'est difficile de se faire son propre chemin. Et dans mon message, c'est vraiment suivez le chemin que vous aimez, suivez votre passion, quelle qu'elle soit. En fait, il n'y a pas de juste ou faux. Et très possiblement, là où vous allez vous retrouver, c'est jamais là où vous pensez que vous serez en fin de compte en commençant, mais ça rend votre chemin, ça rend votre trajectoire vraiment unique. Et c'est ça qui compte. C'est cette exploration de la recherche et guidée par votre passion. Donc gardez-la. Et peut-être, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux femmes, aux jeunes femmes qui des fois, c'est pas facile de suivre un chemin? Alors, déjà, une chose qu'il faut bien dire, c'est que les meilleures recherches scientifiques se font lorsque nous sommes une communauté diverse. Alors la diversité du point de vue des femmes et hommes, la diversité du point de vue d'où on vient est absolument essentielle pour faire les meilleures recherches scientifiques. Tout le monde a non seulement sa place, mais tout le monde devrait en fait contribuer à la recherche scientifique. Donc essayer d'avoir un plus haut taux de diversité, ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas pour essayer, ce n'est pas un problème de femmes que les femmes doivent résoudre pour elles-mêmes. C'est vraiment un problème pour nous tous que nous devons résoudre tout ensemble. Mais c'est vrai qu'en tant que minorité, que ce soit femme ou minorité d'un autre moyen, qu'on se trouve dans un milieu, particulièrement dans un milieu scientifique, où il y a parfois pas mal d'ego, ça devient assez difficile de s'affirmer. Et vous voyez des gens qui s'affirment, vous avez l'impression que pour certaines personnes, c'est plus facile. Et donc, ça veut dire que ces personnes ont une place qui est plus innée dans ce milieu. Et en fin de compte, c'est absolument pas vrai. En fin de compte, tout le monde, en fait, a à la base des difficultés à se mettre en avant. Mais ça se matérialise, ça s'expose de manière différente pour d'autres personnes. Et donc, il faut vraiment avoir confiance en vous et juste continuer à explorer. Il y aura des hauts et des bas, c'est clair. Et ça sera pas tous les jours facile. Mais c'est facile pour personne. Et que ce soit pas facile ne veut absolument pas dire que ce milieu n'est pas pour vous. Au contraire, ça veut plus dire qu'on a besoin de vous, parce que c'est le meilleur moyen dont nous progressons en sciences. Donc, continuez. Mais continuez votre passion, vraiment. C'est important que ça vienne de vous et que vous ayez envie de découvrir. Ok, merci. Question timing, on est comment ? Peut-être une dernière question, et en relation un petit peu plus avec la physique. Finalement, on a un univers et quand on regarde tout ça, finalement, la physique n'aime pas les infinis. On a toujours, la vitesse de la lumière doit être finie, sinon ça va rendre les choses complexes. Peut-être que la gravitation a une portée finie et pas infinie. Est-ce que c'est finalement dans ces symétries, dans cet aspect des choses qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec le monde réel, mais quand même que c'est là où il y a l'inspiration, c'est là où il y a les découvertes? Absolument, absolument. C'est tout à fait ça, parce que si tout était parfait et tout était infini et tout était vraiment complètement symétrique, la réalité, c'est qu'on n'existerait pas. Ce serait magnifique, ce serait beau, ce serait la même chose partout, mais simplement, il n'y aurait pas de place pour nous. Il faut une certaine impureté, il faut une certaine défaillance ici et ça, où les choses ne marchent pas exactement comme on veut, où cette infinité, en fait, à la fin, est brisée. C'est important parce que c'est ce qui donne naissance aux choses essentielles. Et c'est ce qui nous donne naissance à notre univers, c'est ce qui nous donne naissance à nos galaxies et à nous d'être ici. Ces impuretés, c'est à la base, c'est la graine de tout ce qui est intéressant dans l'univers en soi. Et même si on ne les voit pas, ces choses-là, elles sont importantes. Exactement. Comme la matière noire, comme plein d'autres éléments dans notre univers. Oui, exactement.
Et c'est qu'on recherche, c'est qu'on va creuser les choses, que finalement on découvre cette immensité de savoir qui est à notre portée. Ouais, c'est exactement ça qu'on pense être proche au but, de se dire qu'il nous manque plus que quelques éléments pour vraiment avoir une solution élégante à tous nos problèmes. C'est là qu'un nouveau monde apparaît. C'est là que tout d'un coup on réalise que la plupart de la matière présente dans l'univers est en fait noire. En fait, il y a toute une peut-être civilisation, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a ici, dans cette salle, il y a probablement de la matière noire qui vit sa vie en parallèle de nous. Il y a tout un nombre de dimensions, il y a tout un nombre d'explorations dans lesquelles on ne se serait jamais imaginé si on n'avait pas essayé de peaufiner les derniers détails du modèle qu'on avait pour notre compréhension de ce qui nous entoure. Ouais. Ok. Et peut-être pour finir, vous ne regrettez pas de ne pas être astronaute? Ah oui, bien sûr, mais ça fait partie du jeu également. C'est ça fait en soi, j'ai appris énormément, ça faisait partie du jeu, ça fait partie d'essayer quelque chose et de réaliser qu'en fin de compte, on n'atterrit pas là où on aimerait aller, mais c'est ça qui est aussi amusant. Si tout allait exactement de la manière dont on le voulait, ça serait également cette infinité, cette purité qui rendrait les choses peut-être plus élégantes, mais aussi un peu plus ennuyeuses. Alors ma vie est définitivement plus pas ennuyante. Merci beaucoup. Merci. Alors, je cherchais là. Prochain. Merci. Bonjour, merci tout le monde d'être venu. Alors moi, si je vous parle ici, c'est parce que je suis le président de l'association d'astronomie Calista. Et cette association, vous l'avez cofondée en 1997. Avant de commencer un peu les discussions plus générales, comment ça s'est passé de créer cette association? C'était assez chaotique, mais c'était magnifique. C'était vraiment un beau travail d'équipe. Vraiment, pour donner le crédit là où il est dû, c'est pas moi qui étais à la source de cette création, mais j'avais quelques amis qui avaient des télescopes, qui adoraient observer et qui se sont dit à l'époque, en 1997, on commençait tous notre première année d'études à l'EPFL, que c'était dommage qu'il n'y ait pas de club d'astronomie. Alors, ils ont commencé à en parler, et puis j'étais prise au jeu. Et c'était une belle époque de créer quelque chose à la base. C'était quelque chose entièrement naturel, qu'en fait, on est tous là, on est passionnés par le ciel, on est passionnés par la nature, par la physique, par tout ce qui nous entoure. Alors, on a envie également d'observer. Et en soi, on pourrait juste se dire, on va aller les week-ends à la montagne pour observer, mais on voulait avoir plus une cohésion au niveau de l'EPFL, parce que c'est important au niveau de l'EPFL d'avoir cette entité, cette intégrité d'exploration. Alors, on a fait une lettre, on a fait un budget. J'ai été la présenter en haut dans la présidence à l'EPFL pour leur demander d'avoir du support pour les budgets, d'avoir du support pour les locaux. Ils nous ont donné un tout petit bureau qui n'était pas ici sur le campus, mais qui était à côté d'Ouchy, où on se regroupait. C'était très amical, vraiment, c'était très bien. Et on a eu la chance, je ne vais pas vous mettre en plein vue, mais on a eu la chance d'avoir Claude Nicolier qui est venu nous donner la première conférence du club de Calista. Ça devait être probablement en 1900, peut-être 98, peut-être une année après. Merci. Mais c'est incroyable de voir que à tel point ça a grandi, d'avoir des gens comme vous qui continuent et qui font toutes ces activités qui sont beaucoup plus grandes que ceux auxquels on aurait pu s'imaginer à l'époque. C'est bravo, vraiment bravo. Merci. Mais alors, pour revenir un peu à notre sujet, vous êtes physicienne théoricienne.
Dans les instituts, maintenant, à l'EPFL ou autres universités, quelle est la place qui est laissée à ce domaine de la science? Oui, ça c'est une excellente question, de quelle est la place de la science fondamentale, la science de base, et particulièrement la physique théorique, qui n'a pas d'application directe. Elles ont des applications peut-être 100 ans plus tard, peut-être peut-être 1000 ans plus tard, on ne sait pas, mais il n'y a pas d'application directe, en tout cas pas industrielle, technologique. Moi, je pense, en tout cas en voyant ceci en Suisse, qu'il y a, en Suisse, on a de la chance d'avoir vraiment une possibilité de continuer cette recherche sans être à pousser à avoir des objectifs finaux qui sont avec des liens avec les industries, avec des liens avec les technologies. C'est presque je dirais pas que c'est un luxe parce que c'est quelque chose dont on a besoin, nos sociétés ont besoin de ça. Mais c'est vrai que la place de la physique fondamentale, les sciences de base dans les autres pays, en particulier en Angleterre, sont un peu plus précaires. Il y a évidemment un groupe de physique théorique à Imperial College, mais c'est vrai que souvent on est conduit à essayer de justifier nos recherches avec des applications techniques. Et ces applications techniques, elles existent, mais en fait, elles ne sont pas l'objectif de cette recherche. Il faut vraiment pouvoir se laisser aller, essayer de regarder dans toutes les directions, et c'est comme ça qu'on fait des progrès. Et parfois, les applications seront là, mais si on se fixe juste un objectif donné, c'est difficile d'avoir des nouvelles découvertes. Et lorsque vous étiez étudiante, est-ce que la situation était la même? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un peu une transition sur les découvertes faites en physique théorique en particulier, et qui change un tout petit peu le climat financement, mais aussi le climat de comment cette recherche est faite. Quand j'étais étudiante, il y a quelques années, je ne vais pas dire quand c'était, mais c'était avant la découverte du boson de Higgs, c'était avant la découverte des ondes gravitationnelles, et il y avait vraiment beaucoup plus cette idée qu'il y avait un mariage entre ces lois, ces découvertes théoriques et les observations et les expériences. Et c'est toujours été le cas qu'il y a un certain mariage entre les deux. Malheureusement, depuis lors, le boson de Higgs a été découvert, mais rien d'autre. Tous ces modèles théoriques qui avaient été postulés à l'époque n'ont pas été réalisés. C'est juste comme ça, ils n'ont pas été réalisés. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils le soient. Il n'y a pas quelque chose de juste ou faux là-dedans, mais ils n'ont pas été réalisés. Un peu de même avec les ondes gravitationnelles, on les a observées exactement pour l'instant comme nous le prédisait la théorie d'Einstein, avec aucune déviation possible. Alors, c'est vrai qu'on se dit que tous les modèles théoriques avec lesquels on vient, où est leur place? Et c'est vrai qu'il y avait, lorsque j'étais étudiante, beaucoup plus peut-être l'espoir que la physique théorique puisse avoir un lien plus direct entre, par exemple, la théorie des cordes ou la théorie de la gravité quantique et les observations faites à l'heure actuelle. Ça, c'est avoué que c'est extrêmement difficile. C'est la faute à personne, mais c'est extrêmement difficile de faire du progrès dans cette direction. Alors, il y a un petit peu un anticlimax en ce moment, où on se demande un petit peu quel serait le meilleur moyen, quelles seront les meilleures directions en physique théorique à pousser pour faire progresser la recherche. Et est-ce que vous pensez qu'un peu cette perte d'engouement pour la science théorique est peut-être due aussi à des concentrations sur d'autres problématiques comme la crise énergétique ou climatique, où on s'attend à que des solutions soient données par les scientifiques? Alors, c'est tout à fait vrai que dans l'esprit des financements, par exemple, dans l'esprit de la culture scientifique, je ne pense pas dans la culture de tout le monde, mais peut-être dans la culture scientifique, c'est vrai qu'il y a également, par exemple, les Covid, etc. Il y a des directions où c'est clair qu'il faut investir. C'est clair qu'il doit absolument avoir des progrès. Si nous sommes en crise, on peut se demander est-ce que c'est vraiment le moment d'explorer des problèmes fondamentaux. Ça, c'est vrai en soi. Je ne sais pas si c'est simplement ça qui a poussé la recherche fondamentale à prendre une place qui est légèrement différente. Mais quelle que soit la crise, c'est également important de se baser sur la nature tout autour de nous pour trouver des solutions. Et donc, on ne peut jamais se concentrer que sur un problème et se dire qu'on va fixer ce problème et le résoudre, parce que
en nous-mêmes, on ne peut pas avoir toutes les solutions. La raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour laquelle nous avons toutes ces technologies, nous avons résolu tous ces problèmes jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a eu tout un tas de recherches qui s'est basé sur la nature, sur la compréhension de la nature, comme un exemple de voir comment nous pouvons trouver des solutions pour les problèmes, de nouveau, les plus fondamentaux. Et donc, c'est important de continuer cette recherche pour pouvoir en fin de compte, l'utiliser pour les changements climatiques, pour les crises médicales, etc. Et est-ce que vous pensez aussi que en ce moment, les climats politiques au niveau international, on voit un certain nombre de décisions qui sont prises en sanctions, par exemple, pour d'autres pays. Est-ce que vous pensez que ce genre de mouvement a une place dans la pratique de la science, ou est-ce qu'on devrait vraiment séparer la politique du scientifique ? Alors, je peux vous dire que lorsqu'on parle d'idées scientifiques, en tout cas d'idées en physique théorique, la politique ne joue aucun jeu, absolument aucun jeu. Alors, on peut essayer de faire des sanctions et ça rend tout beaucoup plus difficile, mais en soi, si quelqu'un a une idée, c'est une beauté en elle-même qui n'a pas de frontières. La science en elle-même est une science unificatrice, c'est une force unificatrice et il faut la garder comme telle. Avant, on a parlé un peu de la crise climatique et du défi que c'est pour la physique théorique. Comment vous pensez qu'on pourrait modifier ou changer la manière dont on fait de la recherche, et particulièrement la physique théorique, pour s'accorder avec des objectifs énergétiques? On voit par exemple en ce moment la construction du CERN, ils veulent l'agrandir. Oui. Ils ont de la peine à justifier cette demande par rapport à la consommation énergétique, par exemple. Oui, alors pour ça, c'est en effet très, très délicat, extrêmement délicat. Peut-être que je ne vais pas m'avancer là, parce que là, on va vraiment dans des directions assez politiques, mais pour la physique théorique, on peut voir que ça va vraiment beaucoup plus vers des directions où on essaie de s'adapter à la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, je vois déjà, pour ma part, le nombre de voyages que je fais a énormément diminué. Et on reconsidère des collaborations qui se font de manière très différente. De nos jours, par exemple, j'ai un postdoc qui a passé toute sa recherche au Canada, parce que sa famille était au Canada alors que j'étais en Angleterre. Et c'est important d'avoir un moment au début de la collaboration où nous pouvons échanger. Le contact humain est extrêmement important, mais au bout d'un moment, on peut évoluer un nouveau moyen dans notre communication. Et donc, c'est possible de s'adapter à des moyens, des schémas dans la manière dont nous collaborons, dans la manière dont nous faisons la physique théorique, à ce que ça s'adapte à la réalité de la crise climatique. Et on voit aussi aujourd'hui que, outre la crise climatique, il y a d'autres enjeux qui commencent à apparaître. Vous aviez dit que, on a vu que entre le moment où vous étiez étudiante et maintenant, le paysage de la recherche a beaucoup changé. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le progrès dans l'IA ou les technologies d'ordinateurs quantiques, par exemple, pourrait changer fortement la manière dont on fait la science? Oui, alors tout à fait. Les choses évoluent et c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est de nouveau quelque chose qu'il faut vraiment s'y lancer et puis essayer de voir comment on peut se complémenter les uns avec les autres. C'est pas une concurrence. En fait, même si on parle de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil auquel on peut se baser pour faire la recherche fondamentale de manière plus poussée, de manière plus créative. Il y a énormément de choses dans lesquelles je passe ma vie de tous les jours à faire qui ne sont pas en soi la recherche fondamentale de trouver des nouveaux modèles, de l'aspect créatif en soi. Il y a beaucoup d'analyses de données, par exemple, qui peuvent tout à fait être automatisées. Et ça se joue dans l'enseignement également. Ça nous pousse à rechanger, à repenser le schéma habituel, ce qui n'est pas en soi nécessairement une mauvaise chose, mais il faut pouvoir s'y adapter, il faut pouvoir s'y lancer et voir comment on va se coordonner les uns aux autres pour pouvoir le faire. Et est-ce que vous pensez que pour l'instant ça se fait bien, ou c'est encore quelque chose dans lequel il doit y avoir du progrès? Oh, il y aura encore énormément de progrès, ouais. On est vraiment tout au début de ce genre de direction. Quelle direction exactement ça va prendre, où on va se trouver,
c'est pas à moi de dire, mais c'est clair que c'est un schéma qui commence juste à avoir de l'impulsion maintenant, mais ça va avoir un effet énorme dans le futur. Ça j'en ai aucun doute. Mais c'est une chance pour nous de voir comment s'adapter à ça et de le prendre d'une certaine manière à ce qu'on peut prendre de positif de tout ça. Et aussi de manière plus générale, outre l'intelligence artificielle, si vous deviez vous projeter comme ça dans les prochaines années, quelques dizaines de prochaines années, comment vous voyez les choses évoluer pour les étudiants, mais aussi pour la recherche? Alors, je vois beaucoup de jeunes étudiantes et étudiants qui font la recherche. Une des choses que j'aimerais vraiment, et je pense qu'il va se passer, ça va être de manière beaucoup plus diverse, ce qui est important. Et le taux de créativité, le taux de découverte va être beaucoup plus haut une fois que nous sommes dans un milieu qui s'accepte beaucoup plus les uns aux autres. Du point de vue de la recherche où nous allons, il faut vraiment se laisser guider avec ce que la nature aimerait nous dire, avec les observations qu'on a, avec les futures expériences. Elles sont importantes. C'est pas de la recherche qui se fait dans notre coin, complètement disconnectée du reste de la réalité. Et donc, il faut vraiment continuer à voir ce que le monde essaie de nous dire. Et c'est la direction où on va aller. Quelles seront les questions que l'on va se poser dans 20 ans? Et on verra ce qu'on découvrira d'ici là. Je veux savoir combien de temps il reste à peu près? Ouais, ok. Et vous, quand vous avez créé Calista, il y avait une volonté aussi d'observer les étoiles, parce que de se rappeler peut-être aussi qu'au-delà des maths et du tableau noir, il y a une vraie beauté. Oui, exactement. Je discutais récemment avec un de nos membres qui était parti au Chili, un astrophysicien qui était parti au Chili et qui disait que lui là-bas avait apporté un télescope et que beaucoup de gens qui y travaillaient n'avaient jamais observé en fait les étoiles de leur vie en étant pourtant sous le meilleur ciel. Est-ce que vous pensez que c'est important parfois de sortir un peu des papiers, des craies et du tableau et de se tourner vers quelque chose de beau? C'est important de retourner à la réalité, c'est vraiment important parce que c'est pour ça qu'on le fait. Juste regarder les étoiles ou juste vraiment, comme je disais, contempler le fait qu'il y a des ondes gravitationnelles qui vous passent à travers. C'est tout un univers autour de nous qu'il faut explorer. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, j'étais également marquée par quelqu'un qui me disait qu'à l'âge de 25 ans, c'était la première fois qu'ils avaient vu une étoile de leur vie. Et c'est presque triste. Ça montre qu'il y a peut-être un isolement en soi. Et l'isolement ne sera jamais conductif à la recherche scientifique, ne sera jamais conductif aux découvertes. Il faut de la curiosité tout autour de nous, qu'il s'agisse de regarder les étoiles, mais qu'il s'agisse de juste regarder tout autour de nous et se demander comment ça marche et de avoir une certaine humilité là-dedans, de voir que nous sommes juste un petit élément là-dedans, mais il y a tout cet univers autour de nous, c'est extrêmement important. Et est-ce que parfois, quand vous travaillez, vous faites vos calculs, est-ce que vous sentez parfois que vous avez un peu perdu le fil, que vous avez besoin de retourner à quelque chose de concret? Alors, je dois dire que j'ai 3 filles qui sont assez jeunes. Elles me ramènent à la réalité assez rapidement. Non, mais c'est vrai. Souvent, on peut faire des calculs, on peut se mettre dans un schéma de pensée. On discute avec nos collaborateurs, avec nos collègues. On va dans des conférences et des séminaires qui sont très pointus. Et donc, on discute de quelque chose qui est très, très spécifique. Et c'est facile parfois de perdre le fil avec la réalité, de perdre ce contact. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très important d'enseigner. C'est très important de s'engager, de discuter avec les gens. Ce que je préfère en soi, c'est quand je voyage, je suis assise à côté de quelqu'un dans le bus et que tout d'un coup on discute et je vois leurs yeux briller quand on dit que je fais de la cosmologie, que j'essaie d'explorer le monde et de réaliser que c'est quelque chose en fait qu'on partage tous ensemble. Pour moi, ça c'est le plus précieux au monde. Après, tous les détails, quand ça marche pas, etc., ça c'est vraiment dans les détails. Ce qui est important, c'est de vraiment voir qu'on explore et qu'on explore parce qu'on a une fascination tous ensemble. Alors pour conclure, pour vous donc l'important dans la physique théorique, c'est qu'il n'y ait pas qu'il y ait un but, mais de le faire pour la création et presque en soi. Exactement.
finalité, en fait, elle est là, peut-être à la base, mais on ne peut pas juste s'y attacher. Il faut vraiment faire la recherche parce qu'il y a cette passion, et c'est pour ça que vous êtes ici, tous ici aujourd'hui, parce qu'il y a cette curiosité. Et c'est le processus lui-même qui compte le plus au monde. Exactement. Je pense qu'on peut passer à une séance de questions. Je crois qu'il y a des micros ici et ici. Puis si vous avez des questions, levez la main et puis on vous fera descendre. Alors, monsieur en bleu ici, qui a levé la main en premier, je crois. Oui, juste là. Il y en a en bas de chaque escalier. On peut utiliser les... Oui. Bonjour, donc je m'appelle Robert Dalland, je travaille ici à l'EPFL. D'abord, merci pour cette belle conférence et d'avoir partagé votre passion avec nous. Mais j'aurais voulu poser une question pour m'aider à comprendre ce que sont ces ondes gravitationnelles. Donc une onde, par exemple, lumineuse, elle peut se réfléchir sur un miroir, ou une onde à la surface de l'eau peut se réfléchir sur un obstacle. Est-ce que les ondes gravitationnelles peuvent se réfléchir et sur quoi ? En principe, elles peuvent un tout petit peu, mais c'est vrai que les ondes gravitationnelles, elles interagissent très très peu avec le reste, avec la matière, avec tout ce qui se trouve. Alors, juste pour pouvoir avoir pu détecter ces ondes gravitationnelles, en fait, le fait que nos ondes gravitationnelles sont passées à travers la planète a eu un effet très très minime sur ces ondes gravitationnelles. Alors, il faudrait vraiment avoir une substance qui permet à ces ondes gravitationnelles d'interagir de manière beaucoup plus forte. Je pense que vous pouvez penser à un trou noir, en fait. Imaginez que vous avez une onde gravitationnelle. La plupart des ondes gravitationnelles, même quand elles vont arriver proche du trou noir, elles vont tomber, mais il y en a certaines d'autres qui vont être défléchies gravitationnellement et elles vont pouvoir repartir dans d'autres directions. Bonjour, félicitations pour ce brillant exposé et j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à lire votre livre. Merci. Maintenant, ma question est la suivante. Pour expliquer ces 28 ordres de grandeur de différence, la portée limitée de la gravitation, ça doit quand même être sacrément limité. Ah, alors en fait non, elle ne l'est pas. La manière dont ça marche est un peu plus subtile que ceux dont je l'ai présenté. En fait, la portée de la gravitation doit être plus ou moins de l'ordre de l'univers observable de nos jours. En fait, je présentais ça de manière à une portée dans l'espace, une distance, mais les choses s'affairent non seulement dans l'espace, mais également dans le temps. Et ce dont on joue, c'est en fait l'effet dans le temps. En fait, elle est portée, l'atténuation se fait dans le temps depuis tout le début de l'univers. On utilise toute l'histoire de l'univers pour atténuer l'effet du vide quantique à ce que, de nos jours, il ait un effet beaucoup plus faible que ceux dont on s'attendrait. Et c'est toujours comme ça qu'on fait avec beaucoup des observations, beaucoup des modèles. On utilise l'univers tout entier comme un outil pour nous aider dans nos explorations. Ouais. Alors en fait, oui, je peux vous répondre de manière plus précise si vous avez envie. En fait, les premières détections directes d'ondes gravitationnelles, grâce à LIGO, Virgo, en 1915, qui ont été annoncées en 1916, elles ont permis de mettre une contrainte sur la masse. Maintenant, c'est le paramètre qui paramétrise cette portée de l'onde gravitationnelle, qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 20 électronvolts. Donc c'est très petit, mais ce dont on s'attendrait pour expliquer nos observations, ça serait 10 à la puissance moins 32 électronvolts, de telle manière que la portée de la gravitation soit juste de l'ordre de grandeur de l'univers observable de nos jours. Donc on a des ondes gravitationnelles qui viennent de partout, ce n'est pas limité à une zone de l'univers. Ah, exactement. Alors celles qu'on a observées pour l'instant, elles sont limitées, elles sont plus proches de nous, mais dans le futur, nous allons observer, on espère pouvoir observer des ondes gravitationnelles qui viennent de beaucoup plus loin, avec des fréquences beaucoup plus basses, ou des longueurs d'onde beaucoup plus longues, et qui viennent depuis le tout début de l'univers. Donc vraiment, elles encodent toute l'évolution de l'univers avec elles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. C'était vraiment une inspiration pour moi, qui suis doctorante en cosmologie aussi à Cambridge et alumni de l'EPFL. Félicitations. Merci. Je travaille maintenant sur l'univers très jeune, sur l'inflation par exemple, et je me demandais si, dans votre théorie de gravité massive, est-ce que ça donne naturellement lieu à un phénomène similaire à l'inflation, au lieu de, comme on l'a fait pour l'énergie sombre, d'ajouter une nouvelle composante? Oui, alors ça c'est une excellente question. La réponse à la base, en fin de compte, est oui, mais au premier abord, on pourrait se dire que non, parce que justement, si on aimerait que la portée de la gravitation soit si longue, quand on pense tout au début de l'univers, la taille de l'univers est si petite qu'une modification de la gravitation à de si grandes échelles de distance ne devrait avoir aucun effet. Mais c'est en effet possible, et certains chercheurs, moi incluse, mais pas tellement moi dans l'ensemble, ont essayé de voir si c'était possible d'avoir une théorie de gravitation dont la portée change au fur et à mesure du temps. Et en fait, elle porte, la portée, vraiment, ce dont on parle, c'est la masse du graviton à ce niveau-là. La masse du graviton porte une empreinte de l'environnement dans lequel il est. Et donc, tout au début de l'univers, il pourrait y avoir un ordre de grandeur de l'énergie quantique qui est plus ou moins de l'ordre de l'échelle de Planck. Et donc, ça donnerait lieu à une expansion cosmique, une accélération cosmique au début de l'univers qui pourrait expliquer l'inflation. Et au fur et à mesure que l'univers grandit, la masse du graviton devient de plus en plus petite, jusqu'à de nos jours avoir une explication pourquoi avoir de l'énergie sombre. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, il faut pouvoir prendre en compte une théorie de la gravitation qui est la même et pouvoir en avoir confiance sur presque 60 ordres de magnitude, ce qui est énorme en soi. Ouais. En effet. Et si c'était vraiment le cas, donc que ça a donné lieu à l'inflation aussi, est-ce que les signatures, par exemple dans le fond diffus cosmologique, des ondes gravitationnelles primordiales seraient différentes d'une manière qu'on pourrait détecter prochainement? Absolument, exactement. Alors si en effet, le graviton avait une masse de l'ordre du paramètre de Hubble pendant la période d'inflation, les fluctuations du champ tensoriel seraient massives également, et donc on verrait ça dans le plateau de distribution pour les... maintenant, je perds mon français, mais en effet, pour détecter les... B-modes, les B-modes, dans le CMB, oui. Très intéressant, merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Tout d'abord, mes félicitations pour votre présentation et aussi pour votre livre. C'est un plaisir de le lire. Merci. Outre le modèle qui est connu alors sous de Rham et vos collaborateurs, j'imagine qu'il y a d'autres modèles qui sont en compétition. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ces autres modèles? Alors, il y a beaucoup de modèles de la gravitation. Il y a en soi, si on aimerait vraiment penser à un modèle de la gravitation qui se base sur les mêmes choses que les forces fondamentales de la nature, il faut qu'on ait que la gravitation soit portée par une particule de spin 2. Les gens ont essayé dans le passé de penser à la gravitation avec un autre spin, et ça, en soi, ça ne marche pas. Et donc, à la base, quelle que soit une vraie modification de la propagation de la gravitation, n'importe quelle qu'elle soit à la base, elle se ramène à la théorie d'Einstein, soit effectivement, elle représente une théorie où le graviton a une masse. Et ça revient au modèle que nous avons proposé. Alors, tout autre modèle qui est différent de cela ne sont pas vraiment une modification de la gravitation, du style la propagation du graviton lui-même, des ondes gravitationnelles elles-mêmes. Elles sont plus ajouter un autre élément à la théorie de la gravitation. Par exemple, ajouter un nouveau champ scalaire, ajouter un champ qui pourrait être un champ d'énergie sombre, et au lieu de penser à ce champ d'énergie sombre qui est une nouvelle substance au-delà de la gravitation, essayer de lui donner naissance directement au niveau de la gravitation. Mais ça ne change pas
tout à fait le fait qu'à la base, il se base sur la théorie d'Einstein. Donc, en fait, pour avoir vraiment une différence sur la théorie d'Einstein, au niveau fondamental, au niveau du graviton lui-même, on n'a pas énormément de choix. Quelle que soit l'alternative qu'on aimerait avoir, on va se ramener soit à une théorie de la gravité d'Einstein, soit à une théorie qui est similaire à la nôtre, effectivement. Je vous remercie. Merci. Merci Madame pour vos explications. Moi j'ai une question qui est presque basique. L'univers a été créé il y a à peu près 14 milliards d'années. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le diamètre de l'univers serait supérieur à 90 milliards d'années. Comment est-il possible que, si la vitesse de la lumière est fixée, est déterminée, que le diamètre de l'univers soit d'un ordre de grandeur supérieur à celui qui nous sépare de sa naissance? Alors, juste pour préciser, je crois que de ce dont vous parlez, c'est l'univers observable. L'univers, on pense très probablement qu'il soit infini en soi. Ça, c'est ce dont on pense. Donc, quand il est né, il était infini, et de nos jours, nous l'observons de manière finie parce que la lumière a une vitesse finie. Ce qui se passe ici, lorsque l'univers s'étend, c'est que l'espace lui-même s'étire. Mais lorsque l'espace lui-même s'étire, ça peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'information qui est propagée. C'est juste un étirage de l'espace. Donc en fait, si on regardait ici deux étoiles ou deux galaxies, si elles sont très loin, si elles sont très éloignées les unes des autres, on aura l'impression qu'elles se déplacent l'une par rapport à l'autre à une vitesse qui est plus rapide que celle de la lumière. Ça peut nous paraître paradoxal, mais il n'y a pas de paradoxe parce qu'il n'y a pas d'information qui a été propagée plus vite que la vitesse de la lumière. C'est simplement la structure de l'espace elle-même qui s'étend de manière accélérée. Et puisqu'elle s'étend de manière accélérée, il y a toujours, si on va à des distances suffisamment grandes, des points qui semblent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je crois qu'on en a fini avec les questions. Parce que... Il y avait une question là reviens. Dans votre exposé, vous avez dit que si votre théorie de la gravitation est vraie, les ondes gravitationnelles seraient un peu contractées de ce que la théorie d'Einstein dit. C'est de combien qu'elles sont contractées? Est-ce que c'est mesurable? Alors, c'est très, très petit. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer déjà à l'heure actuelle. J'essaie de trouver mes mots en français. La première détection d'ondes gravitationnelles a permis de mettre une contrainte sur cette théorie de la gravitation portée limitée. C'est vraiment une théorie de la gravitation massive qui est la meilleure contrainte sur une théorie qu'on a eue jusqu'à l'heure, mais qui est encore une contrainte qui est très limitée par rapport à ce dont on s'attendrait. En fait, l'effet serait tellement petit et on peut penser, ces ondes gravitationnelles, elles ont une longueur d'onde qui est de l'ordre, celles qui ont été observées, de l'ordre du kilomètre. C'est pour ça qu'elles ont pu être observées sur Terre avec des interféromètres dont les bras sont de l'ordre du kilomètre. Mais si on pense, cette distance du kilomètre, elle est extrêmement petite par rapport à la portée limitée de la gravitation qui est de l'ordre de l'univers observable de nos jours. Et donc l'effet, on peut penser qu'il est du même ordre de grandeur, du rapport entre la longueur d'onde de ces ondes gravitationnelles avec la taille de l'univers observable de nos jours. Donc c'est extrêmement petit. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est extrêmement petit. Si on va maintenant avec des ondes gravitationnelles qui ont une longueur d'onde de plus en plus grande, donc une fréquence
fréquences de plus en plus petites, l'effet devrait devenir de plus en plus grand. C'est pour ça qu'on essaye, c'est pas seulement pour ça, mais c'est pour ça qu'en observant des ondes gravitationnelles à la plus basse fréquence, on pourrait espérer d'avoir un signal qui serait plus grand et pouvoir avoir une limite sur ce modèle qui serait bien plus intéressante. Ouais. Alors, merci à tous pour ces questions et d'être venus. Je rappelle aussi que elle vient ici pour présenter son livre, que vous trouvez juste là-bas derrière pour l'acheter, puis après il y aura une séance de dédicace, c'est juste? Oui, merci Achille. Voilà. Merci.